Voici l'univers en devenir. Tout ce qui existera par la suite est contenu dans cette minuscule boule d'énergie. C'est maintenant, à cet instant précis, que l'histoire commence. Pour des raisons que nous ne connaîtrons peut-être jamais, cette boule explose. En un millionième de millionième de millionième de millionième de millionième de millionième de seconde, il est passé de la taille d'un atome à celle d'une galaxie. Whoosh! Ceci, c'est de l'énergie. Et c'est le fil conducteur de notre histoire. En une fraction de seconde, le Big Bang crée toute l'énergie contenue aujourd'hui dans l'univers. Cette énergie alimentera tout, des étoiles aux êtres vivants. Quand vous faites le plein, vous prélevez de l'énergie créée lors du Big Bang. L'énergie de l'univers. « 380 000 ans viennent de s'écouler en 3 minutes devant vous. Vous allez maintenant assister à la naissance de nos tout premiers ancêtres, les atomes. Celui-ci, c'est l'hydrogène, la première brique de l'univers. Pour créer un univers, il faut de l'hydrogène. À partir de là, avec de la chaleur et de la pression, on peut créer toutes sortes d'atomes. Les premiers atomes fusent dans l'univers primordial, mais ils ne se propagent pas de façon uniforme. Ils s'accumulent dans de petites poches. C'est là que la gravité, le grand sculpteur de l'univers, va exercer sa magie. La formation des premières galaxies révèle une règle immuable. La rencontre de la matière et de l'énergie donne toujours naissance à des éléments plus complexes. Nos cités modernes en sont un bon exemple. Là où il y a quelque chose, d'autres éléments peuvent se développer. Quand il n'y a rien, il n'en sort rien. Il en va de même à l'échelle de l'univers. 300 millions d'années après le Big Bang, au sein des galaxies, les nuages de gaz et de poussière se contractent sous l'effet de la gravité. La pression et la chaleur augmentent considérablement. La température atteint 10 millions de degrés. Les atomes d'hydrogène se percutent alors violemment et créent un nouvel élément, l'hélium. Cette fusion dégage une énergie colossale. C'est ainsi que naissent les premières étoiles. Tout d'un coup, des phares sont apparus dans la nuit, déversant leur énergie dans l'univers. Que la lumière soit. Il y a maintenant plusieurs milliards d'étoiles, mais pas encore de planètes. Et sans planète, pas d'humanité. L'hydrogène et l'hélium ne suffisent pas.
Les éléments complexes et plus lourds qui permettent de créer des objets solides, comme le fer ou le carbone, sont fabriqués au cœur des étoiles. Les étoiles, comme notre Soleil, ne sont pas seulement des sources de lumière. Ce sont des usines. En leur cœur, l'hydrogène devient de l'hélium, qui devient à son tour du lithium. Et c'est ainsi que vont se former 25 des éléments les plus répandus de l'univers, dont le carbone, l'oxygène, l'azote et le fer. Ainsi, il y a plus de 12 milliards d'années, les étoiles ont fabriqué l'élément qui rendra possible l'âge de fer. Donc, les cités et les monuments les plus extraordinaires que l'humanité ait bâtis. Mais pour construire la statue de la liberté, le fer ne suffit pas. Son enveloppe est faite d'un élément trop lourd pour être créé dans les étoiles. D'où vient le cuivre de son enveloppe? L'or des bijoux. L'uranium des réacteurs nucléaires. Les étoiles ne disposent pas d'assez d'énergie pour les fabriquer. Manifestement, l'usine n'est pas assez puissante. Alors, si on la faisait exploser? Quelques millions d'années après la formation des premières étoiles, certaines ont effectivement explosé. Les supernovas sont les explosions les plus puissantes depuis le Big Bang. L'énergie dégagée entraîne la fusion des éléments plus lourds. Dans la fournaise de leur propre destruction, les étoiles créent l'uranium, l'or et tous les éléments qui constituent notre monde, y compris le cuivre. La classification périodique des éléments est la bibliothèque de la matière. Tout ce qui existe vient de cette sorte de kit du petit chimiste. Sans les supernovas, nous ne serions pas là. Nous sommes tous de la poussière d'étoiles. Le cuivre et l'étain, ça fait du bronze. Sans les supernovas, pas d'âge du bronze. Quand vous achetez un jus multivitaminé, regardez sa composition. Vous allez trouver du cuivre, du zinc, du sélénium et toutes sortes d'éléments qui ne peuvent être fabriqués que dans les supernovas. Ces éléments sont les graines de la future vie terrestre et les ferments de son histoire. Mais notre odyssée ne fait que commencer. Pour que la vie apparaisse, il faut un milieu approprié. Et pour construire une maison, il faut réunir tous les matériaux nécessaires au même endroit. Pour la formation des planètes, c'est la même chose. Ce sont les matériaux dont on dispose qui vont déterminer le type de planète. Réunir tous les matériaux adéquats au bon endroit prend énormément de temps. Pendant 8 milliards d'années, les usines stellaires vont poursuivre leur œuvre créatrice. Les étoiles explosent et renaissent. Chaque génération produit des éléments plus lourds que la précédente. Et puis, il y a 4 milliards 600 millions d'années, un événement décisif s'est produit. Une étoile est née. C'est notre Soleil. Il concentre 99,9% des gaz et des poussières du système solaire. Mais il reste encore de quoi fabriquer de petites choses. Des planètes. La nôtre sera la 3e en partant de l'étoile.
Quand la Terre se forme il y a 4,5 milliards d'années, les 2/3 de l'histoire de l'univers se sont déjà écoulés. Les premières aubes se lèvent sur un monde hostile, en plein devenir. La Terre tourne alors si rapidement sur elle-même que les jours ne durent que 6 heures. Pour se représenter la Terre à ses origines, juste après sa formation, il faut imaginer une toute autre planète. Le Soleil éclairait un paysage de lave en fusion. Par endroits, on pouvait voir des masses de pierres volcaniques. Dans cette roche liquide, les éléments sont tous mélangés. Une fois de plus, la gravité va jouer un rôle majeur et mettre de l'ordre dans ce chaos. Les matériaux plus légers remontent à la surface pour former une croûte solide. Les éléments plus lourds coulent vers le centre de la Terre pour former un noyau en fusion de fer et de nickel. Le mouvement du métal liquide crée un champ magnétique qui s'étend jusque dans l'espace. Tel un bouclier, il va protéger notre planète des particules mortelles émises par le Soleil. C'est lui qui va permettre à la vie de se développer. Et plus tard, il guidera les explorateurs. Mais avant, la Terre va faire une mauvaise rencontre. Il y a 4,5 milliards d'années, un objet de la taille de Mars a percuté la Terre à 40 000 km/h. Notre Terre a absorbé la majeure partie du planétoïde. Mais une nuée de débris a rebondi dans l'espace. En moins d'1 an, la gravité agrège ces débris. Ils forment une sphère en orbite autour de la Terre. Une place qu'elle n'a jamais quittée. La formation de la Lune est un événement crucial dans l'histoire de la Terre. Sa création a déterminé notre climat actuel. La Lune stabilise la Terre. Son attraction gravitationnelle empêchera notre planète d'osciller et évitera de trop brusques changements climatiques. L'impact a aussi incliné l'axe de la Terre. C'est cette inclinaison qui engendre la succession des saisons. Les saisons sont capitales pour l'évolution de la vie. Et la stabilité de l'axe incliné de la Terre est donc très importante pour le maintien de cette vie. L'attraction exercée par la Lune ralentit aussi la rotation de la Terre. Peu à peu, les jours rallongent. Il y a 4,4 milliards d'années, il faisait trop chaud pour que l'eau existe à l'état liquide. Mais l'atmosphère était saturée de vapeur. Comment la faire tomber sur la Terre? Si on veut que la vie apparaisse, il faut un peu de pluie. La température baisse. Pendant plusieurs millions d'années, des pluies diluviennes s'abattent sur la planète. Elles forment des mares, puis des lacs, et enfin, des océans. Il y a 3,8 milliards d'années, notre planète s'est donc enrichie d'un satellite, la Lune, et les océans ont fait leur apparition. Mais elle ne ressemble pas encore à l'environnement qui nous est familier. Pour cela, il faut que notre planète puisse être colonisée. Et sans un ingrédient capital, jamais la moindre parcelle de vie n'aurait pu apparaître.
Il y a 3,8 milliards d'années sous la surface des océans primitifs, une révolution s'est mise en marche. Six éléments simples, dont l'hydrogène, l'oxygène, le carbone et l'azote, se combinent. Ils vont créer les substances qui constituent tous les êtres vivants, passés et à venir. Le plus spectaculaire d'entre eux est l'ADN. Dans ces spirales, il renferme le code secret de la vie. « 700 millions d'années après la formation de la Terre, la vie entre en scène. Nos ancêtres ne sont pas de puissants géants, mais de minuscules organismes, les bactéries. Nous sommes très égocentriques. Mais en fait, nous sommes apparus très tardivement. La Terre était le royaume des bactéries bien avant l'arrivée des animaux et des hommes. On pourrait croire que les animaux ont anéanti ce vieux royaume. Si c'était le cas, on ne serait plus là. Notre corps est un véritable zoo de bactéries. Chacun d'entre nous contient plus de bactéries qu'il n'y a d'êtres humains sur Terre. Plusieurs milliards d'années durant, les microbes ont eu la Terre pour eux seuls. Comme l'univers en formation, les premiers êtres vivants étaient petits, simples et ouverts à tous les possibles. Mais comment ont-ils engendré toutes les formes de vie existantes ? Pour le comprendre, il faut revenir au commencement. Comme nous l'avons vu, toute l'énergie contenue dans l'univers a été créée lors du Big Bang. Pour survivre, toute créature doit prélever une partie de cette énergie. Et plus on l'exploite, plus on devient un être complexe. La quasi-totalité de l'énergie que nous consommons vient du Soleil. Il y a 2,5 milliards d'années, une bactérie a trouvé comment capter l'énergie du Soleil. La photosynthèse produit un déchet capital pour la suite de notre histoire, l'oxygène. Bientôt, l'oxygène va redessiner notre monde. Mais d'abord, cette bactérie a une autre mission à remplir. Les mers sont alors saturées de particules de fer. Et quand le fer et l'oxygène se rencontrent, que se passe-t-il ? Je suis une petite bactérie, j'ai produit une molécule d'oxygène. Tiens, voilà justement un gros morceau de fer. Et voilà, je l'ai rouillé. Le fer rouillé s'accumule au fond des mers. Plusieurs milliards d'années plus tard, ces immenses dépôts referont surface. Et l'homme en tirera le fer et l'acier. Ce sont ces dépôts qui ont permis la révolution industrielle. Une fois qu'il n'y a plus de fer à rouiller dans la mer, les bactéries vont devoir trouver une autre fonction à cet oxygène. Elles en produisent tant que les océans en sont saturés. Ce dernier ne peut plus que s'échapper dans l'atmosphère. C'est grâce à cela que la Terre a une apparence complètement différente des autres planètes. La vie va alors faire un saut crucial. Certaines bactéries vont apprendre à exploiter l'oxygène. La respiration est un fonctionnement vieux de 2,5 milliards d'années. Quand la vie trouve quelque chose qui fonctionne, elle s'accroche. L'oxygène change la donne. C'est une source d'énergie extrêmement efficace. Cette révolution ouvre la voie à toute une série de développements. Au
cours des 2 milliards d'années qui suivent, le vivant devient de plus en plus complexe. Le ciel prend une couleur bleue, de même que les océans qui le reflètent. Les continents émergent. La Terre prend un visage qui nous est familier. Il y a 550 millions d'années, la Terre a fêté ses 4 milliards d'années. L'oxygène compose désormais 13% de l'atmosphère. Prenez votre souffle. Tout va s'accélérer. C'est l'explosion cambrienne, la version biologique du Big Bang. L'accumulation de l'oxygène ouvre la voie aux êtres vivants plus grands et plus élaborés. En 30 millions d'années, quelques secondes à l'échelle universelle, la plupart des groupes d'animaux vont apparaître. Les premiers poissons pourvus d'arêtes colonisent les océans. Ils ne nous ressemblent peut-être pas, mais ils sont quand même nos lointains ancêtres. Si nous avons une colonne vertébrale, une bouche avec une mâchoire et des dents, c'est grâce à eux. Nous devons beaucoup à nos ancêtres poissons. En fait, tous les vertébrés actuels sont de simples variations de ces créatures. Pendant 4 milliards d'années, les plantes et les animaux sont restés confinés au milieu marin. Mais un bouleversement se prépare. Grâce à l'oxygène, une couche d'ozone se forme. Elle protège les êtres vivants des radiations. Les plantes sont les premières à coloniser la terre ferme. Et puis, il y a 400 millions d'années, les animaux leur ont emboîté le pas. Les premiers à découvrir les rivages vont être les amphibiens. Pour moi, l'instant le plus extraordinaire dans l'histoire de l'évolution, c'est quand le premier amphibien est sorti de l'océan primitif, qu'il a posé la patte sur la terre ferme et a aspiré sa première bouffée d'air. Imaginez notre arrière-arrière-arrière-grands-parents sortir de l'eau et tomber au milieu de ce monde fantastique. Hey, regardez-moi tous ces arbres, ces insectes, il y a des tas de choses à manger, et je peux vivre ici. Un jour, l'homme colonisera toutes les terres émergées. Mais avant, nos ancêtres doivent couper définitivement les ponts avec les océans. C'est la saison des amours. Comme les grenouilles, ces amphibiens sont dépendants du milieu aquatique. C'est là qu'ils pondent leurs œufs. Mais certains vont se libérer de leur dépendance au milieu marin. Ils vont évoluer et pondre des œufs capables de retenir l'humidité. Inutile désormais d'aller jusqu'à l'océan pour trouver de l'eau. Ils la transportent avec eux. C'est ainsi que les amphibiens deviennent des reptiles. Ils pouvaient être à 500, 1000, 1500 km des côtes et avoir suffisamment d'eau à l'intérieur des œufs pour en permettre l'éclosion. Le dernier lien avec leur milieu marin est tranché. Ils peuvent maintenant coloniser la Terre. Il y a 300 millions d'années, la vie continue à prospérer dans d'immenses marais tropicaux. Quand les plantes meurent, l'énergie créée par le Big Bang, irradiée par le Soleil et absorbée par elle, est stockée en profondeur, sous forme de charbon. C'est un cadeau que les humains exploiteront bien plus tard.
Il y a 250 millions d'années, c'est l'apocalypse. L'activité volcanique atteint un niveau jamais égalé depuis la création de notre planète. L'atmosphère est saturée de dioxyde de carbone. Et l'extraordinaire biodiversité née de l'explosion cambrienne est stoppée net. Près de la totalité des espèces disparaissent. L'ampleur de l'extinction permienne est sans égale. L'extinction est un phénomène récurrent dans l'histoire de notre planète. Depuis 500 millions d'années, 5 cataclysmes ont éradiqué les espèces dominantes. À chaque redistribution des cartes, de nouvelles créatures ont pris le dessus. Cette fois, c'est le tour des dinosaures. Ces créatures vont régner sur Terre durant 160 millions d'années. Cette période marque l'apparition des premières forêts de conifères. La Lune finit par stabiliser la rotation de la Terre, et les journées durent maintenant 24 heures. Au début de l'ère des dinosaures, les continents sont soudés. Ils forment un supercontinent appelé Pangée. Mais ce territoire va se disloquer. L'Afrique se détache de l'Amérique du Sud. L'océan Atlantique apparaît. C'est une barrière que les hommes parviendront un jour à franchir. Les vedettes de l'époque sont sans aucun doute le Tricératops et le Tyrannosaure. À leurs pieds, on trouve des créatures minuscules, mais très importantes. Si on pouvait prolonger notre arbre généalogique jusque-là, on trouverait de tout petits mammifères de la taille des musaraignes entourés par ces reptiles géants. À cette époque, les mammifères, dont on fait partie, sont un peu des marginaux. Ils volent des œufs de dinosaures, ils ont du mal à joindre les deux bouts. En fait, les dinosaures empêchent les mammifères de petite taille d'évoluer. S'il y avait eu des journaux, ils auraient titré « Les mammifères ont perdu la partie ». On ne pouvait pas devenir beaucoup plus gros qu'un chat. Pendant 160 millions d'années, tous les animaux moyens, grands ou énormes étaient des dinosaures. C'est très long. Ils nous battaient à plate couture. Mais la partie n'est pas terminée. Il y a 65 millions d'années, un objet large de 10 km, sans doute un astéroïde, a percuté la Terre. Un nuage de poussière a bloqué les rayons du Soleil. La température a chuté. Sur la terre ferme, toute créature de plus de 25 kg s'est éteinte. C'est la fin du règne des dinosaures. En disparaissant, les dinosaures nous ont fait un immense cadeau. Leur extinction a été le signal de la montée en puissance des mammifères. Peu de temps après la fin des dinosaures, les premiers primates apparaissent. Ils ont déjà des yeux placés sur le devant de la tête, ce qui permet une meilleure appréciation de la distance. Ils ont aussi des mains habiles. Ils ont 5 doigts comme nous. Ils peuvent donc attraper des objets. Les doigts des autres animaux ne sont pas configurés comme les nôtres. Ils n'ont pas la possibilité de tenir et de manipuler les objets. Il y a 50 millions d'années, les primates évoluaient sur une planète qui se réchauffait. Il fait d'ailleurs si chaud que les pôles sont couverts de végétation. Les continents continuent de dériver. Dans le nord de l'Afrique, l'actuelle Égypte est submergée par un océan primitif.
Le fond des mers est tapissé de petites créatures appelées numulites. Leur enveloppe minérale, faite de calcium et de carbone, vont s'accumuler sur les fonds marins. Elles vont se transformer en couches de calcaire. C'est ce matériau qui servira bien plus tard à construire les pyramides. Il suffit d'observer en détail les pierres de ces monuments pour y retrouver des coquilles de 50 millions d'années. Il y a 10 millions d'années, la Terre avait déjà un visage familier. Le fleuve Colorado creuse le Grand Canyon. Les chaînes de montagnes, comme l'Himalaya, se sont soulevées. Elles perturbent déjà les schémas climatiques. L'isthme de Panama émerge de l'océan. Il relie l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Mais en séparant l'Atlantique et le Pacifique, il modifie la circulation des courants océaniques. Ces événements géologiques préparent l'ère glaciaire. La planète se refroidit. Il y a 7 millions d'années, nos ancêtres primates vivaient sous les tropiques. Mais bientôt, leur territoire va être colonisé. Cet envahisseur aura un impact majeur sur l'histoire de l'humanité. Malgré son aspect inoffensif, c'est bien lui qui poussera les primates à évoluer. Les prairies apparaissent simultanément sur toute la surface de la Terre. La savane africaine, les steppes d'Eurasie, les prairies d'Amérique du Nord, la pampa argentine. Tous ces écosystèmes apparaissent en même temps. En Afrique de l'Est, la savane remplace peu à peu les forêts, habitat traditionnel des primates. Les arbres se raréfient et nos ancêtres doivent alors s'adapter. Ils sont de plus en plus nombreux dans le même arbre, et il y a moins de nourriture. Il faut donc qu'ils trouvent comment passer d'une source d'alimentation à une autre, en franchissant une zone de savane. La première solution, c'est de galoper à toute vitesse. Mais ils peuvent aussi étendre leur territoire et chercher de nouvelles sources d'alimentation dans la savane. Certains primates partent donc à la découverte de ce nouvel habitat. Cet environnement convient mieux à ceux qui peuvent marcher sur leurs pattes arrière. Leur tête dépassant des hautes herbes, ils peuvent guetter les prédateurs. Cette posture est révolutionnaire, car elle libère les mains. Et la main va modeler l'histoire de l'humanité. Il y a 2 600 000 ans, les premiers hominidés parcouraient des territoires parsemés de silicium. Cet élément a été créé au cœur des étoiles plusieurs milliards d'années plus tôt. C'est le deuxième élément le plus abondant de la croûte terrestre. L'une de ses caractéristiques est de se lier à l'oxygène pour former des cristaux. Ceux-ci se combinent en une roche solide. Une roche qui peut être taillée sans se briser. Les hominidés ont commencé à tailler ces pierres il y a 2 600 000 ans. Et on a continué à les utiliser pendant pratiquement autant d'années. En taillant simplement cette pierre, vous obtenez une arête tranchante. Vous avez alors un marteau, une arête coupante. Tout d'un coup, l'être humain peut faire 1000 fois plus de choses qu'avant.
C'est ce petit plus technologique qui a permis à nos ancêtres de subsister et de continuer à évoluer. Le silex est la clé de la première révolution technologique humaine, que l'on appelle l'âge de pierre. Des centaines de milliers d'années plus tard, une autre qualité étonnante de la silice transformera le monde. Mais patience, nous n'y sommes pas encore. La prochaine étape cruciale de notre histoire, nous la devons encore à une caractéristique méconnue de notre planète. Un pouvoir qu'elle est peut-être la seule à posséder dans l'univers. De toutes les planètes et les lunes du système solaire, il semble que la Terre soit la seule où le feu existe. La foudre et la lave sont bien présentes sur d'autres planètes. Mais à notre connaissance, seule la Terre dispose des deux éléments permettant au feu de brûler, du combustible en quantité, les plantes et les arbres, et une atmosphère riche en oxygène pour attiser les flammes. Si le feu n'avait pas été possible, nous ne serions pas là. Homo sapiens a fait alors un pas de géant. Il y a 800 000 ans, nos ancêtres ont appris à maîtriser le feu. Cette connaissance nous relie directement à l'origine du monde. Toute l'énergie disponible dans l'univers a été créée avec le Big Bang. Et toute vie est un défi visant à récupérer une part de cette énergie. Le feu permet de cuire les aliments. Le corps dépense alors moins d'énergie pour broyer la nourriture et peut ainsi stocker plus de calories. Au fil du temps, les premiers hommes se fortifient et ce surcroît d'énergie alimente des cerveaux qui grossissent en conséquence. Le feu ouvre aussi la voie à toutes les technologies. Bientôt, nous transformerons l'argile en céramique, le métal en armes et l'eau en vapeur. Sans feu, pas de moteur à combustion. Sans feu, pas de métal. C'est une technologie qui ouvre un immense champ de possibilités. Il y a 200 000 ans, l'homme moderne a pris forme. Le larynx, qui était situé plus haut dans la gorge de nos ancêtres, est descendu. Nous pouvons désormais articuler des sons plus complexes. Ce sont les débuts du langage. Pour la première fois, les individus peuvent échanger des informations et les transmettre d'une génération à l'autre. On peut dire, mon grand-père a dit que lorsqu'il n'y avait pas d'éléphants, il fallait chasser les zèbres. Ou ma tante m'a dit que son cousin avait trouvé un point d'eau de l'autre côté de la rivière. Chacun peut exploiter ces informations et s'enrichir des expériences de l'autre. Le langage permet de passer du stade d'ordinateur autonome à celui d'ordinateur en réseau. On partage les informations. On n'a plus besoin d'expérimenter les choses par soi-même. On peut emprunter cette expérience à ceux qui nous entourent. L'intelligence humaine connaît alors un développement exponentiel. Toutes les cartes ont été distribuées. Une nouvelle partie peut commencer.